commencer un petit peu à se présenter. Je me présente, donc Gaëlle Ménard, présidente de l'association Potential 10 et responsable de l'école Zébrel. L'école Zébrel est une petite école alternative qui accueille des enfants surtout à haut potentiel et d'autres enfants très sensibles qui ne trouvent pas leur place dans le milieu classique. L'association Potential 10 donc, existe maintenant depuis plus de 5 ans et œuvre à la bientraitance scolaire et à l'épanouissement des enfants atypiques. Donc, nous proposons des actions d'information et de formation auprès des familles, auprès des professionnels. Là, actuellement, on fonctionne beaucoup en visio, mais ça peut se faire en présentiel également. On préfère, enfin moi personnellement, je préfère le côté humain, mais là, la visio a aussi ses avantages, c'est de réunir beaucoup de personnes et qui sont loin, donc ce n'est pas inintéressant non plus. Vous avez tous, lors de votre inscription, je vous ai renvoyé à tous le bulletin d'adhésion et la plaquette de Potential 10. N'hésitez pas à adhérer, l'adhésion est à 1 € minimum et c'est vrai que ça nous permet de continuer nos actions, de rémunérer des intervenants pour organiser ces soirées, de mettre en place les permanences téléphoniques pour orienter les familles et les conseiller. Donc, c'est voilà, des actions que nous menons tout au long de l'année. En adhérant, vous êtes prévenus en priorité des soirées et des tables rondes et des formations, ce qui vous permet d'avoir une garantie d'avoir de la place. C'est rare que ça nous arrive d'être aussi nombreux que ce soir, mais nous espérons que ce succès va perdurer. Alors, pour continuer pour les prochaines fois, nous avons besoin de savoir quels sont les thèmes que vous souhaiteriez aborder lors de prochaines soirées. Ça nous permet aussi de répondre à votre demande. Là, nous avions senti qu'il y avait une problématique et beaucoup de questions autour de ce fameux WISC 5 qui est en place depuis pas si longtemps que ça. Et c'est pour ça que j'avais sollicité Éric Turon-Lago pour faire cette intervention. Mais vous avez sûrement d'autres thèmes, d'autres envies, d'autres besoins et peut-être qu'on peut essayer d'y répondre le mieux possible. Alors, donc les conditions techniques, donc je vous ai dit, l'idéal est de couper le micro, la caméra si vous le souhaitez, pour parler, de mettre un message dans le chat, donc je vais essayer d'y répondre au fur et à mesure, puisqu'après ce n'est plus moi qui vais parler, donc je vais pouvoir gérer tout ça. Et puis, éventuellement lever la main si vous voulez parler de vive voix, ça peut aussi se faire. Voilà pour les conditions techniques. Donc ce soir, on aborde le thème du WISC 5, ce fameux test d'évaluation des compétences cognitives. J'ai bien retenu tous les termes. J'ai lu le livre de Monsieur Turon-Lago qui intervient ce soir, que vraiment je vous conseille parce qu'il est très très riche et que moi j'ai apprécié beaucoup de petits détails et informations pratiques, même si moi-même je ne fais pas passer de tests, ça me permet de mieux comprendre ce que peuvent vivre les enfants et les psychologues qui les font passer. Voilà, je passe la parole à Éric qui va se présenter et prendre un peu la main. J'ai transmis les questions qui m'avaient été retournées, donc ça va pouvoir s'articuler autour de ça. Alors, je crois qu'il y a quelqu'un qui voulait intervenir. Alors, oui. Non. Oui, je vous en prie. Oui. En fait, j'aurais aimé savoir le titre du livre, s'il vous plaît. Alors, c'est WISC 5, l'évaluation des compétences cognitives de l'enfant et de l'adolescent. Alors, Éric vous le dira peut-être, mais je pense que vous pouvez passer par lui directement. Sinon, il est trouvable sur Amazon également. Je ne veux pas faire de publicité pour Amazon, mais il est trouvable là. Ok, je vous remercie. Bonne soirée. Rien. Alors, Éric, je te passe la parole. Oui, je ne sais pas si on m'entend. On t'entend, on te voit. On le voit. Bonsoir, tout d'abord, merci à Gaëlle de m'avoir proposé cette rencontre avec vous. C'est vrai que c'est toujours intéressant de pouvoir échanger de vive voix, même si c'est un petit peu à distance, mais d'échanger quand même avec des gens autrement que par écrit, parce que je le fais souvent par mail.
Alors, comme l'a dit Gaël, c'est vrai que bon, j'ai écrit un livre sur cet outil, Whisk 5. J'ai aussi fait un livre sur la version 4, sur la Vice, la version pour adultes. En réalité, c'est vrai que c'est un outil qui m'intéresse, mais il ne faudrait pas que les personnes de ce soir pensent que c'est un intérêt exclusif et que le whisk est ma passion. C'est un intérêt, mais voilà, pour moi, c'est un outil comme un autre, mais je trouve très intéressant et très pertinent de m'avoir proposé d'échanger avec vous pour cette soirée. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est d'abord de présenter un petit peu l'outil, de généralité, parce que c'est vrai que je sais qu'il y a des psychologues qui sont parmi nous. Il y a aussi sans doute beaucoup de parents, donc voilà, des gens qui connaissent bien peut-être ces outils-là, et puis des gens qui les connaissent moins bien. Donc voilà. Et ensuite, je répondrai aux questions que vous avez pu poser à Gaël et que Gaël m'a transmises de façon articulée pour voilà des thèmes sur cet outil. Alors c'est vrai que Gaël a repris un petit peu le titre du livre. Juste deux petites particularités par rapport au vocabulaire que je vais employer. C'est vrai que je préfère qu'on utilise le vocable d'outils pour faire un bilan plutôt que de test, parce que le test renverrait à quelque chose qui dirait je suis ou je suis pas ceci ou cela. Et on pourra le voir ce soir, parfois la nuance est un petit peu plus complexe. Et même cet outil qui n'est pas parfait, mais il est quand même assez pratique, il permet de donner des modulations et des indices qui sont plutôt fins. Donc voilà. Donc c'est pas un test et on va pas tester si mon enfant est ceci ou cela. C'est plutôt un outil d'évaluation et à la différence d'autres livres qui peuvent exister sur le sujet ou qui ont pu exister sur le sujet, moi j'ai souhaité vraiment me démarquer sur le fait que on ne mesure pas l'intelligence avec cet outil, malheureusement. Donc je ne sais pas si ça vous déçoit ou si ça vous rassure, mais on ne mesure pas l'intelligence. Alors pourquoi? Parce que pour l'instant, il n'y a pas de consensus sur ce que c'est que l'intelligence au niveau international. Je pense qu'on cherche encore, mais voilà, les choses ne sont pas assez bien figées. Par contre, dans les années 1904-1930, on était certain de mesurer l'intelligence, donc on le disait haut et fort, et le nom même de l'échelle, le I de Whisk signifie intelligence. Bon, je pense pour ma part que c'est une petite erreur, mais c'est une erreur historique et donc elle est largement pardonnable. C'est juste qu'il faut se rappeler que ça ne mesure pas l'intelligence, donc finalement, c'est pas très grave, en fait, voilà, dans ce sens-là. Donc c'est pas un test et on ne mesure pas l'intelligence. Par contre, on mesure plein de trucs et c'est sans doute ça qui va pouvoir nous animer ce soir et enrichir le débat. Alors, qu'est-ce que ça mesure? En fait, ça mesure plusieurs compétences cognitives. Alors, les compétences cognitives, c'est des compétences qui vont être mises en œuvre pour apprendre, pour comprendre l'univers qui nous entoure. Ça va aller de compétences sensorielles. Est-ce que je vois correctement? Est-ce que je perçois? Est-ce que j'analyse visuellement les choses? Est-ce que j'entends comme il faut? Est-ce que je perçois et j'entends comme il faudrait que ce soit fait? Est-ce que j'arrive à manipuler des objets? Est-ce que j'arrive à écrire? Bon. Si vous avez des questions qui sont un peu plus, alors je pense plus aux parents parce que les psychologues forcément ils connaissent, j'imagine, toujours des présupposés, mais bon. Si vous avez des questions techniques, je pourrais y répondre, mais il est vrai que pour des raisons logistique. Comment? Logistique. Alors, c'est pas logistique, mais c'est des raisons de conserver à l'outil toutes ces caractéristiques. Je ne pourrais pas vous dévoiler tout. Voilà, je pourrais vous donner un certain nombre de choses. Et c'est d'ailleurs aussi ce que j'ai fait dans le livre que Gaël a mentionné tout à l'heure. Essayer d'être très factuel
essayer d'être très concret parce que ce qui m'embêtait dans la littérature classique, c'est que je trouvais pas mon compte là-dedans, sans dévoiler les choses afin que l'outil puisse conserver toutes ses qualités. Voilà. Alors, je prends la première question que j'ai remise dans mon ordre, en fait. J'ai usé d'autorité pour choisir un déroulé. Une question, c'était, y a-t-il d'autres tests valables de mesures cognitives? Alors bon, j'ai dit ce que j'avais à dire sur le concept de test, mais on va dire, y a-t-il d'autres outils valables pour mesurer les compétences cognitives? Alors oui, les échelles de Wechsler sont pas du tout les seules. Vous avez les échelles de Kaufmann qui s'appellent KABC, dans lequel il n'est pas du tout fait mention d'intelligence. Vous voyez que là, on se positionne clairement sur des compétences cognitives. Vous avez d'autres outils, alors plutôt des outils plus que des échelles. La différence entre une échelle et un outil, c'est que dans une échelle, on va positionner, on va faire plusieurs exercices, on va positionner l'individu, enfant ou adulte, sur un référentiel normé, je reviendrai dessus. Alors qu'avec un outil simple, comme les matrices de Raven, par exemple, on va faire passer un exercice. Pour le cas des matrices de Raven, c'est un exercice qu'on appelle de raisonnement fluide, on va dire. Je vous expliquerai plus tard ce que c'est exactement. Mais on fait juste cet exercice-là. Et donc, il existe plusieurs outils qui font l'évaluation d'une compétence cognitive. Ça peut être des compétences verbales, ça peut être des compétences de mémoire, ça peut être des compétences… Voilà. Il existe une très large diversité des compétences cognitives de l'être humain. Hein. On a tout un tas de compétences pour la cognition, pour apprendre, pour savoir. Et il faut savoir que l'échelle WISC ne va évaluer que quelques-unes d'entre elles. Hein, c'est d'ailleurs parfois un reproche qu'on peut faire, mais voilà, on ne peut pas tout mesurer, faute de temps, et puis c'est parfois un peu compliqué. Donc, on mesure que certaines choses. Vous avez une autre échelle qui est aussi assez diffusée, qui s'appelle la NEPSI, et qui, elle, est une batterie d'exercices qui sont assez cognitifs et qui sont souvent utilisés par les neuropsychologues, surtout dans un cadre hospitalier, mais pourquoi pas dans un cadre libéral, voilà, avec des exercices et des évaluations un peu plus pointues. Alors, je ne veux pas tout vous vous décrire, pardon, des tests qu'on pourrait faire. Après, tout dépend de ce qu'on appelle compétences cognitives. Hein. Il y a des batteries de tests pour l'attention, par exemple. Hein, peut-être qu'on en reparlera parce qu'il y a eu des questions sur le TDAH, par exemple. Mais voilà, on sait faire, mais en gros, retenez qu'il y a deux grandes batteries de tests. Il y a aussi la NEMI, hein, qui est une nouvelle échelle métrique de l'intelligence, qui est aussi disponible. Mais en règle générale, elles évaluent à peu près toutes les mêmes choses. C'est juste qu'elles le font un petit peu différemment avec des modalités un petit peu différentes. Alors, là, c'est des questions qui sont un petit peu plus techniques, on va dire. Est-il possible de faire la passation en plusieurs fois? Alors, le manuel, il est assez clair sur la chose. Hein. J'ai même relevé la page. C'est pour les psychologues, puisque le manuel n'est pas disponible pour les autres. L'administration du test doit se faire en une seule et unique fois. Alors, bon, si ça n'est pas possible, dans la mesure du possible, c'est marqué page 30, hein, du petit manuel qui est disponible pour les psychologues seulement. À la page 30, il est vraiment indiqué, et c'est répété depuis toutes les versions, qu'il faut faire la passation en une seule fois, même si l'enfant a des troubles attentionnels, et quel que soit son âge. C'est-à-dire que, alors, c'était aussi intéressant par rapport au vocabulaire, est-il possible de faire la passation en plusieurs fois? Oui, il est possible, mais il faut que vous ayez une raison majeure de le faire.
par exemple, un incident important, une difficulté temporelle à pouvoir aller jusqu'au bout, un épuisement excessif de l'enfant qui n'aurait plus de sens à poursuivre dans l'évaluation. Mais sinon, vous devez, en tant que psychologue, mettre toutes les conditions en œuvre pour que ce soit fait en une seule fois. Voilà. Alors, il y a deux raisons à ça. La première, c'est que d'abord, tout l'étalonnage a été fabriqué sur la base d'une passation d'une seule fois, avec même un ordre de passation des exercices qui a été obligatoire et respecté. C'est-à-dire qu'il n'est pas non plus question de pouvoir passer les choses dans n'importe quel ordre, à la différence d'autres batteries de tests comme l'ANEPSI que vous pouvez utiliser dans le désordre, un par un. Voilà. Là, pour la WISC, c'est pas conseillé du tout parce que ça a été normé avec un protocole bien particulier. Et la deuxième raison pour laquelle il faut absolument le faire en une seule fois, c'est parce que justement, contrairement à ce que l'on pourrait croire, et moi il m'arrive de faire des bilans pour des enfants qui ont vraiment des difficultés attentionnelles de tous âges, en primaire ou même au collège ou au lycée. Et en réalité, ce qu'on constate, c'est pas du tout un épuisement des ressources. C'est-à-dire que les derniers exercices qui sont proposés peuvent être très bien réussis. En réalité, n'oublions pas, alors là je parle aussi pour les praticiens, les psychologues, qu'il y a 15 exercices que la majorité a été passée en une seule fois à tous les enfants. C'est-à-dire que croire que parce que on le fait en une seule fois, on va épuiser l'enfant, ça serait ne pas tenir compte du fait que dans l'étalonnage, on a été jusqu'au bout du dernier exercice de la batterie. Et donc les jeunes qui étaient volontaires, certes, mais coopérants pour la chose, n'avaient pas de soucis particuliers à aller jusqu'au bout en fait. Ce sur quoi vous pouvez vous baser pour avoir une petite idée de plusieurs fois ou pas, alors là encore c'est un autre élément d'information qui est intéressant. Dans les pages 24 et 25, surtout 24, vous avez, pour les praticiens, dans le manuel, vous avez l'indication de temps que prend la passation. Une passation normale pour un enfant classique, ça dure, bon, quand il est jeune, un peu moins, environ 50 minutes, et quand il est au collège, ça peut durer jusqu'à 1h15. Bon. Mais on est dans quelque chose qui est assez raisonnable. 50 minutes, 1h15, faut savoir que des enfants qui sont en grosse difficulté cognitive, sont éventuellement dans le champ du handicap, vont mettre un peu moins, et des enfants qui sont à haut potentiel pourraient rallonger la durée de l'évaluation, 1h30, parce que on peut leur proposer beaucoup plus de questions que ce qui a été proposé lors de l'étalonnage. Donc voilà, mais c'est vraiment important d'avoir à l'esprit pour le praticien, parce que c'est quand même lui qui est à l'origine des conditions d'évaluation, de l'évaluation, du bon déroulement de la passation, de savoir que ça doit se faire en une seule fois. C'est aussi important de voir les comportements de l'enfant, vous voyez, parce que parfois j'ai des collègues qui vont me dire « Oui, mais moi j'ai des enfants qui ont vraiment un trouble de l'attention et si je leur fais 50 minutes, ils ne tiendront pas. » Alors en réalité, ils vont tenir, mais ça dépend de vous. C'est-à-dire que moi, ça m'arrive régulièrement, comme je vous l'ai dit, de le faire. Et c'est à nous, praticiens, de mettre en place une dynamique qui va permettre à l'enfant de se remobiliser en sachant que, comme vous avez pu le constater en tant que psychologue, les exercices, ils sont alternés pour faire fonctionner des parties cognitives qui sont très différentes les unes des autres, pour justement ne pas épuiser l'enfant dans ses ressources, notamment ses ressources attentionnelles. Donc en fait, l'outil a été lui-même calibré pour remobiliser l'enfant à chaque exercice
Et donc, c'est ça qui permet de mener à bien une évaluation jusqu'à son terme. J'en profite aussi pour dire aux collègues psychologues que parfois, ils pourraient indiquer que le dernier exercice qui est proposé, qui est souvent l'exercice de symbole, est moins bien réussi parce que c'est une tâche attentionnelle et on arrive au dernier exercice. Alors, c'est ce genre de conclusion dont il faut se méfier. Je la case juste là parce que je la trouve intéressante dans ce contexte. Il faut s'en méfier parce que ça n'est pas du tout le dernier exercice qui a été proposé dans l'étalonnage. En fait, dans l'étalonnage, les enfants faisaient d'autres exercices en suivant. Donc, ça n'était pas le dernier exercice. Et parfois, ils pouvaient mieux réussir d'autres exercices qui venaient après. Donc, en réalité, il vaut mieux se focaliser sur la fonction cognitive qui est impliquée, ou les fonctions cognitives, parce que même avec la WISC, on n'a pas d'évaluation de fonctions cognitives pures. On a toujours plusieurs fonctions qui sont dans un même exercice qui sont mises en jeu. Donc, se baser sur la fonction cognitive mise en jeu plutôt que sur des éléments qui seraient la fatigue ou l'anxiété. Si éventuellement ce sont des éléments que vous trouvez pertinents, parce que ça peut l'être, ben, mentionnez-les, mais argumentez pourquoi vous pensez qu'il y a une anxiété, pourquoi vous pensez qu'il y a une fatigue, quels sont les éléments qui vous amènent à le penser, et ne pas se baser uniquement sur le score qui serait le témoin d'une fatigue ou d'une anxiété. Le score n'est pas toujours le témoin d'une fatigue ou d'une anxiété, il vaut mieux utiliser des éléments cliniques autres. Alors Eric, je vois qu'il y a des questions qui se posent. Oui. Donc, il y a une personne qui semble étonnée du 1h15 pour 15 exercices. Alors, je ne sais pas si cette personne… Non, pas pour les 15. Non, pas pour les 15. Je vais vous dire exactement. C'est très, très précisément, je vais vous donner les 30. 70 minutes, c'est le temps maximum pour les 10 premiers subtests. D'accord. 70 minutes. Pour les 10, alors, pas pour les 15. Ce sont des données américaines, on est d'accord, mais elles sont validées pour les 10 premiers subtests. Et si vous ne faites, parce que ça peut arriver, si vous ne faites que les 7 subtests qui sont utiles pour le calcul du total, alors le temps maximal qui a été évalué, il est de 53 minutes. Donc environ un peu moins d'1 heure. D'accord ? D'accord. Quand vous faites la forme un peu plus courte. D'accord ? Mais 70 minutes, c'est vrai que ça peut être étonnant. Alors, au début, quand j'ai commencé à faire les passations il y a maintenant 3 ans, je ne savais pas bien parce que j'avais perdu un peu des repères, j'avoue, par rapport à la version 4. Mais vraiment, je peux vous assurer que dans ma pratique, alors je fais un petit peu moins de bilan maintenant, mais dans ma pratique, j'en fais régulièrement. Je tourne autour de entre 50 et 70-75 minutes. Dans certains cas, ça dépasse, mais ce sont des cas atypiques et très particuliers. Voilà. Mais la règle, vraiment, je le constate et j'ai une collègue qui travaille avec moi et qui voit les mêmes choses. Donc ça peut vous surprendre, mais c'est pour les 10 subtests de base, on est bien d'accord. Et alors, il y a une autre remarque, et si l'enfant est en souffrance psychique? Ah oui, alors, d'accord. Alors, le préambule à tout ça, on est bien d'accord qu'il faut que l'enfant il soit entre guillemets en pleine forme. C'est-à-dire que s'assurer qu'il ait bien mangé, que ce soit le matin, ou si jamais on fait une passation l'après-midi, on va essayer de la décaler de la pause prandiale parce que sinon on va mesurer de la fatigue post-repas et c'est peut-être pas toujours intéressant. Mais s'assurer que l'enfant est plutôt bien disposé, d'abord qu'il est volontaire et qu'il est un peu informé de ce qui va se passer. Alors, les jeunes enfants ne comprennent pas toujours les enjeux, on est bien d'accord, mais on peut tout à fait leur expliquer qu'il s'agit d'évaluer des choses pour les mettre en conditions très différentes d'une condition d'examen scolaire. L'objectif, c'est vraiment de se détacher d'une évaluation de type examen scolaire. Parce que ça pourrait stresser des enfants qui sont anxieux, qui ont des anxiétés de performance,
Et c'est pas du tout ça qu'on veut évaluer. Si un enfant est vraiment manifestement soit dans l'opposition, ça pourrait arriver, soit dans un refus de faire, alors à ce moment-là, il vaut mieux ajourner la passation et ne pas continuer parce que on va pas mesurer des compétences cognitives, on va mesurer autre chose. Donc, ça serait dommage et inintéressant pour tout le monde. Donc, effectivement, mais c'est une question qui est intéressante, mais qui dépend vraiment du praticien parce que c'est lui qui doit mettre ses conditions maximales en œuvre. Je ne sais pas s'il y avait plus de précision à donner, mais voilà. Je n'ai pas d'autres questions ou remarques. Je ne sais pas si quelqu'un veut intervenir, mais non, apparemment, ça a l'air d'aller. D'un autre côté, vous voyez, j'ai un peu l'impression de dire… alors je crois qu'il y a une personne qui voulait prendre la parole. Allez-y, je vous en prie. C'était vous qui aviez la question. Oui, bonsoir. Oui, c'est moi qui ai posé la question. En fait, donc je suis éducatrice en service pédopsychiatrique et donc je posais la question parce qu'on a un enfant, on est un peu pressé par le temps, qui a des grandes manifestations d'anxiété. Et jusque-là, aucun test cognitif n'a pu être mené. Et là, il s'agit d'une orientation. Et en fait, on a peur qu'il soit dans une orientation qui pourrait plus lui porter préjudice à cause du manque de ces tests. D'accord. Ben, je ne sais vraiment pas quoi vous dire parce que c'est ce que j'allais dire comme complément. Quand je vous dis à vous tous, vous toutes, il y a peut-être beaucoup plus de femmes d'ailleurs que d'hommes ce soir. Quand je vous dis qu'il faut mettre en œuvre les conditions idéales de mettre à l'aise au maximum l'enfant, j'ai vraiment le sentiment de ne pas vous dire grand-chose parce que ça, en soi, ça ne veut rien dire. Mais l'idée, c'est, avec une certaine expérience du praticien, peut-être aussi du trouble anxieux, parce que le trouble anxieux, c'est vraiment une particularité tellement fréquente que les praticiens devraient être sensibilisés à cette difficulté. Amener l'enfant à faire un minimum de choses. D'un autre côté, je serais aussi tenté de vous dire que parfois, ça peut aussi être intéressant de voir la difficulté de l'enfant à mettre en œuvre ses compétences lors d'une évaluation, même en duel, plutôt qu'en collectif, parce que ça peut faire partie de ses difficultés. Et donc, ça peut être une occasion, hein, vous voyez, la WISC peut être aussi une occasion de voir des choses de façon clinique. Et donc là, ça peut être aussi une occasion mais effectivement, sur le plan des fonctions cognitives, on risque d'avoir une difficulté, mais je ne peux pas vous dire tellement plus que faire de son mieux pour être le plus apaisant, le plus banal possible. C'est-à-dire, je suis toujours embarrassé avec des praticiens qui auraient l'idée que on va tester l'intelligence, on va aller fouiller dans les profondeurs du cerveau. En réalité, on peut tout à fait dédramatiser cette passation et la rendre assez banale pour l'enfant, et puis faire une espèce de jeu, une activité ludique. D'ailleurs, souvent, quand il y a des parents qui me disent, ils disent à leurs enfants, on va te laisser, puis là, tu vas bien travailler, il faut bien que tu travailles. Je suis embêté parce qu'en fait, l'objectif, c'est on ne va pas travailler, enfin, on va faire des choses, mais c'est pas un travail. C'est dommage de mettre cette idée-là dans l'esprit de l'enfant parce que c'est pas ça qu'on va faire en réalité. Et il faut le débarrasser de cette idée un peu scolaire qui pourrait parasiter justement la passation, notamment chez les enfants anxieux, par trop d'anxiété de performance ou d'anxiété d'enjeu, ou tu promets que tu vas faire de ton mieux, il faut vraiment que tu réussisses, parce que si tu réussis pas, c'est la cata. Enfin, en réalité, c'est un peu comme une prise de sang, on ne peut pas la rater. On va avoir des infos, mais on ne peut pas la rater. Est-ce que vous pensez que, par exemple, rien que le fait de ne pas le passer dans le bureau de la psychologue, mais plutôt dans une salle où il a l'habitude de s'épanouir dans des ateliers, ça serait mieux, par exemple? Forcément, je vais vous dire oui.
C'est-à-dire qu'il va falloir utiliser tout ce que vous voulez pour que ça se passe bien, que ça soit cool. Voilà. Moi, vous voyez, par exemple, Merci. ça m'est arrivé une fois pour une passation, mais si ça devait se reproduire, je le referais. Une jeune fille tellement anxieuse que les parents m'ont demandé de venir le passer dans leur salon. Donc, je me suis déplacé à domicile, ce que je fais jamais. Mais comme c'était important eh ben, on l'a fait. Alors, j'ai passé un petit moment avec elle dans sa chambre, elle m'a montré ses jouets, et après, on a fait le bilan, les parents sont partis, et ça s'est fait dans le salon. Ça s'est fait plutôt bien cette fois-là. Donc, utilisez tout ce que vous pouvez pour que ce soit cool. Y compris Merci. les jeunes enfants, ça m'est arrivé Oui. de commencer la passation avec le parent. C'est-à-dire que le parent était présent et assistait au début de la passation. Est-ce que vous m'entendez bien? Parce que j'ai peur d'être parasité par la pluie qui tombe. On t'entend bien, Eric, ça va, on t'entend Mais bien. oui, la grande ville, oui. Alors, on a d'autres questions, Eric. D'accord, dis-moi. Je te les pose. Quels sont les comportements qui doivent amener les parents ou les encadrants à faire passer ces tests? Enfin, cet outil, dirons-nous. Oui. Alors, quels sont les signes? Je vous dirais qu'au départ, rappelons-nous toujours que cet outil-là, et ces outils-là en général, ils ont été faits dans l'unique but d'évaluer des compétences cognitives en lien avec les apprentissages scolaires. À la base, c'était fait totalement pour savoir si un élève devait bénéficier d'aide et d'aménagement parce qu'il avait des difficultés scolaires ou s'il n'en avait pas besoin. D'accord? Ça, c'est le cadre de base, c'est la raison d'être de ce type d'outil. Alors maintenant, on en reparlera tout à l'heure, je n'en parle pas tout de suite, mais un usage qui a été détourné, c'est l'usage de l'évaluation des enfants au potentiel parce que cet outil n'est pas du tout fait à la base pour ça. D'où un certain nombre de particularités ou d'interrogations ou de choses qui peuvent être curieuses, mais à la base, l'outil n'est pas du tout fait pour évaluer le haut potentiel, il est fait pour évaluer s'il y a des difficultés d'apprentissage et s'il y a des besoins éducatifs scolaires particuliers. Donc, si vous repérez que votre enfant a des difficultés dans un domaine scolaire, si vous repérez qu'il peut y avoir aussi des difficultés de comportement, alors ça c'est peut-être moins l'idée de base de l'outil, mais ça pourrait, pourquoi pas, alors ça va être nécessaire. Dans certains centres hospitaliers, pour les troubles des apprentissages, je pense à la dyslexie, je pense au TDAH par exemple, on peut demander à ce qu'il y ait un bilan WISC de fait, mais là, c'est pas du tout pour voir s'il existe des troubles et les identifier, c'est pour s'assurer qu'on a bien un profil normal, entre guillemets. Et si on a un profil normal, alors d'un point de vue médical, on va dire, on peut déclarer qu'il y a bien un trouble qui explique les difficultés de l'enfant, par exemple un trouble 10, quelque chose. Et que ce n'est pas en lien, et que le trouble 10 ou le trouble du langage ou le trouble moteur n'est pas lié à un déficit intellectuel qui serait important. Voilà, c'est pour cette raison qu'on fait. J'espère que ça répond à votre question. Alors, on a d'autres questions. Quelle est la différence entre la Waze et le WISC, hormis l'âge? Eh bien, aucune hormis l'âge. En fait, alors, je dis aucune, mais entendons-nous bien, là on est un peu dans le débat de spécialistes, on va dire, parce que ça nécessiterait que vous connaissiez tous les exercices que l'on fait dans l'un et dans l'autre. En réalité, on va dire, pour faire simple, qu'il y a 10 exercices dans chaque
version WISC, version VICE. Il y a 10 exercices. Mais si vous regardez de plus près, et pour celles et ceux qui ont pu, en tant qu'adultes, faire l'expérience de cette passation et comparer avec le bilan de leurs enfants, parce que parfois c'est le cas, ben vous avez pu voir que on n'a pas fait les mêmes exercices. Ils existent dans la batterie, mais on ne les a pas tous faits. Mon enfant, il a fait ceci, puis moi, je ne l'ai pas fait. Et puis lui, il a fait ça, puis moi, je ne l'ai pas fait. En réalité, c'est pour ça qu'il n'est pas possible de penser que c'est une échelle d'évaluation de l'intelligence parce que on n'évalue pas la même chose. On évalue des fonctions cognitives. Et donc, on va avoir un résultat global, des résultats intermédiaires, mais qui sont faits sur la base d'éléments pour lesquels les chercheurs se sont dit, bon, ben, ça serait pas mal qu'on mette ça ensemble, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, je suis plutôt d'accord, bon. Mais on est un petit peu dans le tâtonnement, je suis obligé de vous dire quand même. C'est-à-dire que ce sont des échelles qui, depuis les premières versions, l'échelle pour enfants, l'échelle pour adultes, elles se sont toutes les deux même l'échelle pour enfants, elles se sont, les plus jeunes, de 3 à 7 ans, elles se sont co-construites, on va dire. C'est-à-dire que comme elles ont un décalage dans on ne les fabrique pas en même temps, elles ont un décalage de 4 à 5 ans de fabrication chacune. Donc à chaque fois, on a utilisé l'expérience qu'on avait sur l'une pour améliorer la suivante. Et c'est pour ça qu'elles sont aussi réactualisées, mises à jour. Et c'est pour ça qu'il est vraiment préférable d'utiliser une version à jour plutôt qu'une ancienne version, même si on était habitué, parce qu'il y a vraiment des modifications qui peuvent intervenir et qui sont très importantes, notamment au niveau de la compréhension. Je donne juste un exemple. Dans la VICE, vous avez un indice qui s'appelle, je ne sais plus, raisonnement perceptif. Voilà. Et cette appellation, elle n'a aucun sens pour les psychologues au niveau cognitif. Le raisonnement perceptif n'est pas du tout engagé dans l'exercice de cube, par exemple. Vous voyez? Et c'est pour ça que dans la version 5 de WISC, on n'a plus du tout raisonnement perceptif parce que c'était une vraie erreur conceptuelle de l'appeler comme ça, une vraie erreur totale. Par contre, on a séparé tout ce qui était du raisonnement et tout ce qui était du perceptif visuel. Et donc maintenant, on a vraiment 2 entités qui ont du sens. Alors qu'avant, on racontait vraiment n'importe quoi, notamment pour la version adulte qui va changer d'ailleurs. Lorsqu'elle sera rééditée et réactualisée, on n'aura plus du tout l'indice de raisonnement perceptif qui n'a pas de sens. On aura vraiment 2 entités qui, elles, en ont un peu plus. Donc voilà, c'est à la fois une continuité entre l'outil pour les jeunes et les adolescents et une continuité entre les adolescents et les adultes. Et on s'arrange, parce que n'oubliez quand même pas que ce sont des outils qui sont entièrement fabriqués. Ça va répondre d'ailleurs à une autre question qui a été posée. Ce sont des outils qui sont totalement fabriqués, construits, et comme on a le loisir de les construire, on s'arrange pour que il y ait une continuité. C'est-à-dire que si on fait passer la version WISC à un jeune et que 10, 20, 30 ans plus tard, on lui fait passer la VICE, on doit s'attendre, c'est ça qui est prévu dans les modèles et c'est ça qui est plutôt établi et qui fonctionne, on doit s'attendre à des similitudes, c'est pas une exactitude, mais c'est des similitudes de résultats. Parce que les compétences cognitives ne sont pas, sauf cas très particuliers, elles ne sont pas connues pour être modifiées lors de la vie, lors du développement de l'enfant à l'adulte. À partir de 6 ans, 7 ans, on a une stabilité de ces fonctions qui est capable d'être suivie et toutes les études qui ont été faites le montrent, sont assez redondantes sur la question. On a une continuité de résultats
Ça ne veut pas dire qu'à titre individuel, on n'est pas des jeunes qui, plus tard, à l'occasion de plusieurs passations, hop là, vous m'avez entendu ou pas? Parce que j'ai été coupé un petit instant. Oui, je crois que quelqu'un avait coupé ton micro, c'est pour ça. Alors, quel est l'âge limite pour passer le WISC 5? Alors, on va jusqu'à 16 ans, 11 mois. Donc, vous voyez, alors l'âge limite maximum, l'âge limite minimum, c'est 6 ans. En fait, c'est une échelle qui va de 6 ans à 16 ans, 11 mois. Alors, une autre question, faut-il privilégier un psychologue ou un neuropsychologue? Et finalement, quelle est la... Pour tous les processus cognitifs. Recording is on. Le psychologue, alors, suivant sa formation, il n'a pas du tout une formation qui a insisté sur les processus cognitifs et sur les outils d'évaluation. Alors, il y a moi, par exemple, ma formation de base, j'avais assez peu de formation là-dessus. Donc, moi, j'ai une formation par apprentissage, disons-le clairement, hein, qui vont utiliser ces outils-là de façon plus financière, on va dire, et qui ne vont pas forcément privilégier les côtés cliniques et cognitifs comme il se doit. C'est aussi un petit peu pour ça que j'ai écrit ce livre. C'est pour permettre un petit peu à ces personnes qui peuvent être débutantes ou qui peuvent être un petit peu mal... En fait, sa moyenne, elle est peu représentative de ses compétences, parce qu'entre 2 et 18, il y a un écart trop important. Par contre, un jeune qui aurait 9 et 11, il aurait la même moyenne, il aurait 10. Mais on pourrait dire que cette moyenne, elle est représentative de ses compétences. Et il vaut mieux prendre l'échelle pour enfants. Voilà. C'est une règle plutôt pertinente et assez admise dans la nébuleuse des praticiens de la WISC, qui peut guider votre choix. Alors après, dans mon petit déroulé, moi j'avais des questions qui étaient plus sur les troubles. Mais on peut avoir d'autres questions plus techniques sur l'outil. Pour le moment, je n'en ai pas, Eric. Alors, une question sur les troubles. Le WISC permet de mettre en avant des troubles 10 et éventuellement un TDAH, mais peut-il mettre en avant également un TSA? Un TSA, donc un trouble de la sphère du spectre de l'autisme. Alors, je serais tenté de vous dire, comme disait une de mes collègues, la WISC, la VICE, la WIPSI, ce sont des échelles qui sont intéressantes, mais ce sont des couteaux suisses. Un couteau suisse, c'est quoi? C'est un truc qui est bien pratique, ça tient dans la poche, ça fait plein de trucs. Il y a des couteaux suisses qui sont énormes, qui font plein de trucs. Mais si vous voulez construire un meuble entier avec un couteau suisse, il vaut mieux que vous preniez une vraie scie, un vrai mètre, un vrai tournevis, parce que sinon ça va être trop compliqué. Et pour la WISC ou la VICE, c'est la même chose. C'est que ce sont de bons outils qui sont assez intéressants, mais ils font tout un peu, mais pas très très bien. C'est-à-dire qu'un trouble 10, ça va être compliqué de l'évaluer avec la WISC ou la VICE. Un TDAH, ça va être difficile de l'évaluer avec la WISC ou la VICE pour les mêmes raisons, parce qu'ils ne sont pas du tout faits pour ça. Par contre, lors de la passation, vous allez pouvoir voir un certain nombre de choses, des manifestations comportementales liées à la cognition, comment l'enfant s'exprime, ou liées à son comportement, comment il bouge, comment il s'approprie l'espace, votre espace, comment parfois il s'approprie le matériel, comment il vient derrière votre bureau pour voir ce qui se passe, comment il veut toucher à tout, etc. Ça, ce sont des éléments cliniques qui vont vous permettre d'avoir des hypothèses qui vont nécessiter
de compléter votre évaluation de la WISC ou de la WISE ou de la WIPSI par d'autres outils qui sont beaucoup plus adaptés à l'hypothèse que vous allez faire. Donc en réalité, on ne va pas pouvoir avoir de bonnes infos sur un trouble 10 quelconque, ni sur un TDAH, ni sur les TSA. Par contre, on va pouvoir avoir des hypothèses. Et c'est aussi pour ça que la durée de la passation a été un petit peu raccourcie avec la version 4, par rapport à la version 4. C'est pour proposer aux praticiens de rajouter un questionnaire ou un outil plus spécifique, quelques épreuves de la TEACH, par exemple, si vous voulez évaluer les compétences attentionnelles de l'enfant, des épreuves de la MEPSI que vous maîtrisez et que vous voulez prendre une ou deux pour compléter. Moi, la collègue avec laquelle je travaille est beaucoup plus familière que moi avec la MEPSI, donc elle utilise régulièrement un ou deux exercices en plus pour voir un trouble neurovisuel, pour voir un trouble praxique, pour voir un trouble attentionnel. Et je vais juste remettre un peu de courant dans mon ordinateur qui a faim. Donc voilà, rajouter un outil, rajouter un exercice qui est beaucoup plus spécifique et ce qui sera beaucoup plus précieux pour vous. Donc en fait, on ne pourra pas voir 10, ni TDAH, ni TSA, on pourra le supposer. Il faudra être prudent parce que l'outil n'est pas du tout fait pour ça. Ouais. Alors par contre, dans la suite, juste je dis dans la suite de cette info, les scores peuvent-ils être abaissés du fait d'un trouble 10 ou d'un TDAH? Alors la réponse, elle est clairement oui. Voilà. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont bas que l'on a. Ils doivent être bas et on doit avoir des éléments autres. Parce que dans certains cas, on a des enfants qui vont compenser un trouble 10 ou compenser un TDAH, et donc on ne verra pas le trouble, et on verra de bonnes compétences, et on pourrait conclure peut-être maladroitement qu'il n'y a pas de trouble. Donc il faudrait compléter par d'autres évaluations. Alors, c'est clairement dit dans le manuel, c'est clairement dit dans le projet de la version 5, raccourci pour permettre aux praticiens de rajouter des choses afin que la passation ne dure pas à 3 heures. Et c'est pour avoir des éléments cliniques. Vraiment, l'idée du couteau suisse me plaît pas mal parce que je la trouve assez intéressante dans la mesure où ça fait plein de choses, mais pas à fond. Ça dépanne bien, ça permet de dégrossir pas mal de choses. Moi, j'avoue que c'est un outil que j'apprécie vraiment à de nombreux points de vue, mais j'y accorde pas une fiabilité gigantesque parce qu'il n'est pas fait pour l'évaluation spécifique de troubles. Alors, il y a une question, Eric. En fonction des conditions de la passation, une analyse de ce bilan peut-elle être différente d'un professionnel à un autre? Ah ben oui, c'était même une question que j'avais, c'est-à-dire qu'évidemment, un professionnel, suivant peut-être son tempérament, suivant un certain nombre de caractéristiques, son tempérament, mais aussi sa maîtrise de l'outil, pourrait influencer la passation. Maintenant, il ne faut quand même pas oublier que c'est quelque chose qui est assez limité avec ce type d'outil, parce que dans sa conception, il a été fabriqué pour limiter au maximum ce type de biais. En tant que praticien, pour rater ou pour modifier la passation, je pense qu'il faut avoir pris des cours carrément de sabotage parce que c'est compliqué de saboter une épreuve. Souvent même, je dis que les parents, ils pourraient faire passer les épreuves. En respectant un petit peu à la lettre le manuel, ils pourraient faire une passation qui se tiendrait. Ce qui est un peu plus compliqué, c'est toujours l'analyse et la compréhension des éléments obtenus. Mais la passation en soi, si on se réfère vraiment au manuel, et là j'insiste parce qu'il y a pas mal de praticiens qui prennent des libertés et si les libertés ne sont pas dommageables aux conditions de passation, elles peuvent être dommageables à l'interprétation, à l'analyse des résultats. Mais si tout est fait
en respectant le cadre qui est proposé, bah, il y a vraiment pas de raison. Il m'arrive de plaisanter avec le jeune, de rigoler, en fait, on est vraiment détendu quand on fait une passation de whist. On n'est pas en train de passer le grand oral de HEC ou de Polytechnique, hein. Enfin, sauf si l'enfant est anxieux, auquel cas je vais pas trop insister sur rigoler, mais je peux le faire aussi. Enfin, voilà, c'est une évaluation et je veux voir en fait ce que tu sais faire et je veux voir éventuellement, parce que si tu es là, ça peut être aussi pour ça, où sont tes difficultés pour mieux les identifier. L'objectif, après, c'est de pouvoir t'aider. Mais c'est vrai que la passation, moi j'ai le souvenir de passations assez terribles où le psychologue s'énervait sur l'enfant parce que ça allait pas assez vite, ou alors des psychologues qui amorcent les réponses et qui donnent presque la réponse. Et après, on est très content d'avoir un très haut score, alors qu'en réalité, on n'a pas mesuré la performance de l'enfant. On a mesuré sa capacité à réagir à de l'amorçage. Et ça non plus, c'est pas terrible. Oui. Ça répond à la question. Alors, oui, on a des questions. Peut-on faire passer l'échelle WISC à un enfant daltonien? Alors oui, complètement. Complètement. Les visuels ont été étudiés pour que ça ne gêne pas les enfants daltoniens. Ça m'est déjà arrivé d'ailleurs. Alors ça m'est arrivé d'ailleurs curieusement une fois. On ne savait pas que l'enfant était daltonien. C'est-à-dire qu'il était au collège pourtant, et personne ne le savait. Mais comme j'ai vu parce qu'un enfant daltonien, il peut avoir des petits troubles de la perception. Et bon, avec une petite habitude, j'avoue, je me suis rendu compte qu'il avait des petites difficultés visuelles assez spécifiques d'un trouble visuel. Mais comme je ne suis pas spécialiste, j'ai demandé à ce que les parents aillent faire une évaluation. Et en fait, l'ophtalmo qui le suivait avait fait tous les bilans, notamment la myopie, l'astigmatisme et tout, sauf le trouble du daltonisme. Et il s'avérait que quand ils sont revenus, ben, effectivement, il y avait un daltonisme qui n'avait pas été vu, mais ça ne pose pas de problème. D'accord. Et on a une autre question. Dans le cadre d'une demande de dossier MDPH, donc MDPH, la maison des personnes handicapées, la maison du handicap, pour une aide matérielle et ou humaine pour un élève ayant une algodystrophie, comment cela se passe, notamment pour les subtests cubes, codes et symboles? Alors, j'avoue que je vous avoue que je vais regarder algodystrophie vite fait, parce que je ne suis pas un hyper savant de l'algodystrophie. D'accord. Je n'ai jamais rencontré de patient, mais voilà. D'accord. Donc, c'est essentiellement des douleurs. Alors, si la personne veut prendre la parole et expliquer, il n'y a pas de souci, hein. Encore une fois, bon, alors, ce que j'en ai vu très vite fait, c'est essentiellement des douleurs qui sont assez diffuses dans tout le corps et qui peuvent peut-être compliquer un certain nombre de mouvements. Et on peut imaginer que la motricité fine peut être affectée par ce trouble. Alors, comme d'autres, hein, voilà. Je serais tenté de vous dire, ce n'est pas un souci. Pourquoi? Parce que les épreuves comme cube, les épreuves comme code ou symbole qui nécessitent l'usage d'un stylo, d'un crayon. Alors, quand on est au courant du trouble, c'est toujours intéressant quand même de demander à l'enfant comment il se sent. Non pas, alors vous voyez, là, il faut être un peu subtil, non pas lui demander s'il est d'accord pour passer l'exercice ou pour faire l'exercice, mais plutôt, moi je lui demanderai comment il se sent. Il y a un exercice qui nécessite ceci et ceci. Je lui expliquerai les tenants et les aboutissants. Et je lui demanderai comment il se sent pour le faire. Est-ce que il se sent prêt? Il n'est pas obligé. On peut très bien ne pas faire un exercice. Mais ça pourrait être intéressant parce que même si son score est vraiment mauvais, c'est pas très grave en fait. Il n'aura pas raté quoi que ce soit. Sauf que d'un point de vue clinique, peut-être que moi, ça va me permettre d'avoir des informations. Et peut-être que dans le compte-rendu,
Pour l'équipe qui va le prendre en charge, ben, ça pourra être des informations intéressantes, soit parce qu'il n'arrive pas à faire, soit parce qu'il arrive à minima et jusqu'à quel point. Donc en réalité, c'est le type d'exercice que je vais vraiment proposer à l'enfant en fonction de ce que lui en pense. Mais en lui expliquant que c'est nécessaire, c'est intéressant, mais c'est pas obligatoire. Ouais. Alors, on a une autre question sur quelle suite donner à un WISC qui montrerait une forte hétérogénéité lorsque cet écart a des conséquences sur l'approche des apprentissages par l'enfant. Alors, c'est une question qu'on a souvent, hein. C'est ces enfants qui ont un verbal très haut, une mémoire de travail très faible, c'est toujours très problématique. Alors, c'est vrai, d'ailleurs, il y avait même une autre question, je vais la mixer avec. C'était sur l'hétérogénéité. Je la vois plus, mais c'est pas très grave. La question de l'hétérogénéité, c'est une question qui a enflammé et qui continue d'enflammer un certain nombre de gens. Enfin, la flamme est un petit peu plus faible maintenant, mais ça a été de grands débats pendant des années. Alors, pour les parents et peut-être pour les praticiens qui nous écoutent, qui seraient peut-être pas trop familiers avec cette chose-là ou qui auraient des idées, bon, moi je vais vous livrer les miennes et je vais vous livrer le cadre dans lequel je me positionne par rapport à ça. Je me base sur des travaux qui sont assez récents, qui datent du travail sur le WISC 4 d'une équipe suisse de Thierry Le Cerf et des travaux plus récents sur la version 5 et sur la position américaine qui dit que, qui sont quand même à l'origine de toutes ces échelles, qui indique que en réalité l'hétérogénéité est une question qui est beaucoup moins pertinente et beaucoup moins intéressante que ce qu'on a pu croire pendant les 50 dernières années du siècle dernier. C'est-à-dire que s'intéresser à l'hétérogénéité ou à l'homogénéité des protocoles revêt en fait très peu d'intérêt. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'il faut absolument donner le total, même si c'est hétérogène, parce que on a quand même une information qui est pertinente malgré tout. Voilà. Alors Eric, excuse-moi juste pour resituer un petit peu, quand est-ce qu'on parle d'hétérogénéité? Oui, tu as tout à fait raison. Je pars des fois et c'est un très bon recadrage. Alors, hétérogène, c'est lorsque un nombre trop important d'éléments sont divergents de leur moyenne. Tout à l'heure, je vous avais cité l'exemple du 2 et du 18. On est trop décalé de la moyenne de 10, alors que 9 et 11, non. Alors, à partir de quand est-ce qu'on déclare qu'un protocole est hétérogène? Alors, il y a plusieurs conditions. D'ailleurs, c'est parce qu'il y en a beaucoup qu'il ne faut pas trop s'y attarder. Ne surtout pas croire, comme ça a été fait pendant de longues années, qu'un écart de 25 points ou de plus de 25 points entre les indices témoigne d'une hétérogénéité. C'est totalement faux, parce qu'un grand nombre de protocoles ont 25 points d'écart dans leurs extrémums, ou plus. Actuellement, les spécialistes, lorsqu'ils font des études pour lesquelles l'hétérogénéité est intéressante, ils disent qu'ils considèrent que l'écart entre les indices commence à avoir un sens de divergence à partir de 40 points d'écart. Donc, vous voyez, on est très très loin des 25 points habituellement pris en compte. Et en même temps, il faudrait qu'il y ait plus de 3 indices qui divergent de leur moyenne. Donc maintenant, on en a 5 des indices, donc 3 sur 5 qui divergent, donc 3, 4 ou 5. Ça commence à faire voilà, un paquet d'informations. Et il faudrait rajouter à ça que plus de 3 subtests divergent aussi de leur seuil de significativité. Donc en réalité, il ne faut surtout pas baser l'hétérogénéité sur juste un écart de notes d'indice. Il y a plusieurs critères à prendre en compte. Jacques Grégoire, dans son livre, indique plusieurs façons de le faire. Moi, j'indique aussi les façons les plus classiques.
mais quand même, je rappelle que c'est une question qui a très peu d'intérêt. Par contre, considérer que l'écart, après dans certaines limites, hein, va être le reflet de difficultés de l'enfant, c'est très souvent le cas dans la vitesse de l'information, soit dans la mémoire de travail. Alors effectivement, ce sont des compétences qu'on appelle de bas niveau, c'est-à-dire que ce ne sont pas du tout des compétences qui sont à prendre en compte, en fait, elles sont très élevées pour déclarer le haut potentiel. Ça répond à une question qui avait été posée et qui est un seul score de 130 suffit-il à dire qu'un enfant est à haut potentiel? Si ce score de 130, il est dans les compétences verbales ou dans le raisonnement fluide, c'est un indicateur qui doit être pris en compte, à minima s'il est tout seul, mais il compte. Si maintenant on a un score de 130 dans l'indice visuospatial, la mémoire de travail ou la vitesse de traitement, ça n'est pas une donnée à prendre en compte. Voilà, ce n'est pas un critère pour le haut potentiel. Maintenant, c'est une très bonne performance et ça va donner des facilités à l'enfant dans certains domaines, mais voilà, on ne peut pas considérer comme ce sont des compétences de moins bas niveau, de plus bas niveau, pardon. En fait, vous repérez les compétences de haut niveau et de bas niveau dans le fait qu'elles sont pondérées par 2 subtests dans le calcul du total, puisque maintenant le calcul du total, hein, je rappelle, c'est 7 subtests, c'est pas 10 comme avant. 2 pour les compétences verbales, 2 pour le raisonnement fluide et une seule compétence pour les autres parce qu'ils n'ont pas le même poids en fait. Comme on parlait du haut potentiel, j'en profite aussi pour répondre à une question. À partir de quel score parle-t-on de déficience? Ben effectivement, c'est comme le disait la personne qui a posé la question, c'est à 80, on est à la limite et on est plutôt en dessous de 70. Une autre question, c'était comment fait-on pour mesurer des QI inférieurs à 40? Ben, je rappelle juste qu'on va de 40 à 160 et on ne peut pas aller en dessous de 40 ni au-dessus de 160 parce que les gens qui l'ont fabriqué ont fait comme ça. Voilà. Alors, est-ce que quand il y a une forte hétérogénéité, il faut faire des bilans complémentaires, Eric? Ben, ça peut être intéressant. Alors parfois les bilans, alors ce qu'on appelle bilan complémentaire, ça regroupe tout un tas de choses. Je vais vous parler de ma pratique à moi, c'est-à-dire que lorsque je soupçonne qu'il y a un déficit d'attention, je vais éventuellement proposer de faire d'utiliser l'outil Teach, qui est spécialement fait pour ça. Mais je vais surtout proposer l'évaluation diagnostique du questionnaire de Conners, qui est assez polyvalent sur les troubles de l'attention, les troubles du comportement comme le trouble oppositionnel avec provocation. Si c'est une suspicion de TSA, comme on en a parlé tout à l'heure, ben je vais plutôt utiliser des outils qui sont plus spécifiques, soit en tant que questionnaire, soit des outils beaucoup plus spécifiques pour l'évaluation de l'autisme. Alors, il est vrai que dans mon cas, moi, je ne vois pas d'autistes déficitaires et c'est essentiellement des enfants qui pourraient présenter ou qui présentent un syndrome d'Asperger. Donc, on est plutôt sur des évaluations de compétences sociales, de compétences verbales, des évaluations d'anxiété qui peuvent être complémentaires et intéressantes, mais qui n'ont rien à voir avec la WISC. Et pour les troubles 10, alors là, je renvoie aux spécialistes parce que je ne suis absolument pas compétent. Dans le cadre scolaire, on a par contre à notre disposition un outil que j'utilise par contre parfois parce qu'il a été fabriqué pour les psychologues. C'est l'OD10. C'est un outil qui est normé. Bon, il date un petit peu maintenant, mais il est quand même pratique. Et comme première évaluation d'un trouble 10, alors dyslexie ou dysorthographie, ou trouble du langage, c'est un bon outil pour les non-spécialistes que nous sommes, que je suis, et qui peut permettre d'avoir
une petite idée d'un trouble dyslexique, enfin un trouble du langage, pas dyspraxique, pour mettre en œuvre des choses en classe, alors qu'un bilan chez un orthophoniste mettrait trop de temps parce que les délais sont parfois exagérés. Oui, très très long. Merci Eric. Donc en fait, quand un enfant ressort d'un bilan d'un WISC, on ne devrait pas entendre il est à haut potentiel et il a une dyslexie et il a une dyspraxie. Il faut de toute façon des éléments complémentaires pour valider cette possibilité de trouble 10. Ben, oui, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la WISC, c'est un outil non spécifique et c'est un peu une machine, c'est un couteau suisse à faire des hypothèses. Donc, effectivement, on ne devrait pas. Moi, je ne marque jamais, l'enfant n'est pas dyslexique, sauf si, ben, évidemment, j'ai eu un bilan d'un orthophoniste qui déclare que l'enfant est dyslexique. Mais je ne suis pas compétent, c'est pas mon métier, même si ça m'intéresse pas mal les troubles du langage, les troubles visuels ou les troubles neurovisuels. Je ne suis pas orthoptiste, je ne suis pas ophtalmo, je ne suis pas orthophoniste, et je ne suis pas non plus, j'aimerais bien, mais psychomotricien ou ergothérapeute. Mais voilà, je n'ai pas eu le temps de passer tous ces diplômes. Maintenant, j'ai des confrères ou des consoeurs qui ont la double casquette et qui pourraient le faire. Mais moi, je ne sais pas faire. Donc, il vaut mieux être prudent, sauf si on a un bilan qui est déjà fait. Donc, on pourrait le marquer dans le compte-rendu, mais en réalité, ça apparaîtra dans l'anamnèse parce qu'on sait que l'enfant a déjà eu un bilan. Alors, une autre question. Certains parlent d'intelligence émotionnelle. Qu'en est-il, Eric? Alors d'abord, il faut savoir que l'intelligence émotionnelle, c'est un concept qui ne fait pas consensus, c'est-à-dire que les outils qui ont été développés pour évaluer cette particularité-là, ça ne fait pas consensus et donc il n'y a pas d'outils officiellement distribués pour ça. D'un autre côté, je trouve pour ma part que ça utilise maladroitement le terme intelligence. Et tout comme je fais partie de ces psychologues qui n'adhèrent pas aux intelligences multiples de Gartner parce que pour moi, ce ne sont pas des intelligences multiples, mais plutôt des compétences multiples. Alors là, je suis d'accord. Si on appelle ça compétences multiples, oui. Toutes celles qu'il a évaluées, évoquées, toutes celles dont il parle, ben, je suis plutôt d'accord. Maintenant, ce ne sont pas des intelligences. L'intelligence devrait être réservée à d'autres choses, à des concepts qui sont un peu, voilà, un peu plus, un peu moins bien définis, on va dire. Donc, attendons un peu. Mais pour les intelligences émotionnelles ou l'intelligence émotionnelle, je ne sais pas bien ce que ça recouvre. Par contre, donc moi je l'utilise pas. Par contre, les émotions, c'est quelque chose que je travaille énormément. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, dans mes consultations, par hasard, j'ai énormément travaillé sur les émotions pour des adultes et pour des enfants. On peut évaluer la capacité à mobiliser mes émotions, notamment dans le cadre de l'autisme et du syndrome d'Asperger. C'est vraiment quelque chose qui est intéressant parce que c'est l'une des difficultés de cette particularité, c'est une particularité, voilà. De ce fonctionnement. Mais on va retrouver des particularités dans la gestion des émotions chez les enfants qui ont un TDAH. Les parents, s'il y en a présents ce soir, savent très bien de quoi je veux parler, à la fois dans l'exubérance de la joie et dans les manifestations de colère ou de déception. Donc en réalité, les émotions, c'est intéressant, c'est presque fondamental, mais l'intelligence émotionnelle, voilà, c'est un concept duquel je me méfie énormément parce que pour moi, il n'a pas vraiment de sens. Que je sois compétent à repérer mes émotions, celles des autres, c'est très bien. Que j'ai du mal à le faire, ça va être gênant. Maintenant que je sois un surdoué de l'évaluation des émotions,
ça peut être intéressant, mais voilà. On est sur une intelligence qui me semble voilà, douteuse. Mais faut garder à l'esprit que c'est ma position. Hein, Alors, une autre question est dans les troubles de l'attachement. Oh là là, alors là, on s'en va un petit peu de risque. Alors, dans les troubles de l'attachement, je serais tenté de vous dire, c'est-à-dire, préciser votre question, sachant qu'on est vraiment décalé de whisky. J'en profite juste pendant que vous précisez à Gaël, le whisky peut-il être faussé par une surstimulation des parents? Alors, oui, il peut être faussé par une surstimulation alors, des parents, de l'environnement et de l'école, mais c'est pas forcément négatif. C'est-à-dire que, imaginez qu'un enfant est baigné dans un milieu très favorable, très stimulant, ce que je souhaite à tout enfant d'ailleurs, bien, avec les outils de la WISC, on va pouvoir évaluer ce qui reste de cette stimulation, ce qui reste de cet environnement. Et pourquoi pas, il peut rester de très bonnes choses. Maintenant, dans certains cas, on a de bons environnements scolaires, familiaux. Et malgré tout, on va avoir des enfants qui vont avoir du mal à répondre à des questions de culture générale, qui vont avoir du mal à exprimer des définitions de mots qu'ils connaissent pourtant, qui vont avoir du mal à se positionner sur certaines épreuves à cause d'un trouble, malgré le fait qu'ils étaient surstimulés. Donc, il ne faut pas forcément voir que l'environnement trop riche, ou très riche, enfin, je pense que c'est jamais trop riche un environnement qui serait jugé comme trop favorable éventuellement, si ça existe, pourrait fausser WISC. En fait, non, il ne pourrait pas fausser, il pourrait juste vous donner des scores excessifs, importants, voilà. Mais je ne suis pas certain qu'il pourrait fausser. Par contre, vous pourriez avoir un enfant qui réussit très très bien ce type d'exercice et ce type d'outils, mais en réalité qui présente des difficultés d'adaptation sociale, des difficultés autres, voilà, qui a très bien su prendre la stimulation que lui donne cet outil-là et la dynamique du psychologue qui était présent. Et pourtant, en classe, ça se passe moins bien, à la maison, ça se passe moins bien. C'est peut-être vous qui parlez du trouble de l'attachement. Alors oui, je crois que c'était la dame qui parlait là, mais je pense que sur la surstimulation, la question était le diagnostic différentiel entre haut potentiel et un enfant qu'on ferait travailler c'est plus qu'un environnement stimulant, c'est un enfant qui serait vraiment poussé à travailler énormément. Et voilà, est-ce que ça pourrait fausser un éventuel diagnostic de haut potentiel? Je crois que c'était surtout ça la question. Oui, c'est vraiment une question difficile, sachant que l'outil n'a pas été fait à la base pour évaluer le haut potentiel. On pourrait avoir un score élevé, c'est possible. Maintenant, peut-être qu'on y arriverait, et Gaël, on se connaît depuis très longtemps. Enfin, je dis très longtemps, oui, ça fait très longtemps. Oui. On a pu voir des enfants qui étaient vraiment très, très étayés par les parents, et c'est jamais mauvais, mais qui, dans un environnement d'enfants strictement au potentiel, s'essoufflaient ou n'allaient pas au même rythme. Ça peut arriver, donc voilà. Tout à fait. On peut faire diagnostic différentiel comme ça, effectivement, on l'a vécu, effectivement. Alors, madame avait la question sur les troubles de l'attachement. En sachant juste que haut potentiel et surdoué ne peut pas être un diagnostic parce que ça n'est pas une pathologie, ouais. C'est une particularité. Alors, le trouble de l'attachement. Oui, alors pour en revenir à la situation que je vous avais évoquée en première partie de soirée, donc l'enfant dont je vous parlais, sans vous faire la vignette clinique, donc un grand trouble de l'attachement avec une situation qui l'a amené à ne pas pouvoir s'investir dans les apprentissages car il est envahi, il est toujours parasité
par ces troubles, il n'a pas été étayé, il n'a pas eu un environnement riche, et du fait qu'il n'arrive pas à s'investir dans les apprentissages à cause de cette situation et des troubles que ça a engendré. C'est pour ça qu'on voudrait faire le WISC et qu'on cherche toutes les solutions pour pouvoir le préparer au mieux. Ben oui. Alors, évidemment, un trouble de l'attachement, ben, ça va rendre l'enfant fragile et sensible à l'anxiété, notamment l'anxiété du rapport peut-être à un adulte, peut-être l'anxiété de l'évaluation tout court. Mais je vous ferai vraiment quasiment la même réponse que tout à l'heure, c'est-à-dire faire au mieux et pouvoir considérer que si vraiment les conditions ne semblent pas idéales, mais là je suis en train de vous dire pas grand-chose parce que ça ne veut rien dire en fait, mais si au praticien qui va le rencontrer, les conditions ne lui semblent pas idéales pour mettre en œuvre les exercices de la WISC et avoir une mesure adaptée, on va dire, de ce qu'on recherche, ben, à ce moment-là, il vaut mieux peut-être se dire qu'on ne va pas renoncer à la passation de la WISC et peut-être se contenter de l'évaluation clinique face à des apprentissages. Mais dans le cas que vous citez, c'est un cas extrême que l'on peut rencontrer sous d'autres formes. Hein. Moi, j'ai des collègues qui vont faire passer, par exemple, un WISC parce qu'il le faut pour des raisons diverses et variées dans le cadre scolaire, à des enfants qui ne sont pas francophones. Et il faut savoir qu'un enfant qui serait né en France, mais qui vivrait dans un milieu, je pense par exemple à des familles comme un milieu turc. Et dans le milieu turc, on est on est un peu plus enclin à écouter des émissions turques, la radio turque, parler en turc, et sans que ce soit péjoratif, il y a vraiment au niveau familial quelque chose qui va un petit peu couper l'enfant du contexte dans lequel ont vraiment été conçus les exercices de la WISC. Et donc parfois, on ne va pas mesurer ce pourquoi l'outil a été fait, mais on va mesurer un décalage culturel, ce qui n'est pas du tout intéressant. On va évaluer un décalage anxieux ou lié au trouble que vous évoquez, le trouble de l'attachement, et ce n'est pas du tout l'objet de l'outil. Donc il vaut mieux renoncer à cette évaluation plutôt que de plus trop savoir ce qu'on évalue. Vous voyez, je vous ferai un petit peu le même parallèle avec ce type d'enfants, ou même des enfants qui ne maîtrisent pas vraiment la langue et qu'on va évaluer. J'ai déjà vu, moi, des comptes rendus qui sont faits et qui indiquent qu'on a des compétences verbales très déficitaires. Mais en réalité, l'enfant, il n'est pas francophone. Donc, il faut arrêter de penser que parce qu'il est né en France, il devrait avoir des compétences d'un jeune enfant qui baigne depuis longtemps dans un univers francophone, vous voyez, juste francophone. Et à la différence, pour l'information, à la différence des États-Unis, qui ont une version anglaise et une version espagnole de la WISC pour les personnes, pour les communautés là-bas. Nous, on n'a pas d'outils qui seraient adaptés à une autre langue, en fait. C'est embêtant. Alors, on a une autre question. L'orthophoniste parle de difficultés d'adressage. Est-ce que tu pourrais éclairer sur ce que ça signifie? C'est pour le cas d'un profil ayant un indice ICV et IVS très haut par rapport à l'IMT et l'IVT, écart de 50. Qu'est-ce que sont les difficultés d'adressage? Alors, oh là, tu me posais le col parce que je suis pas orthophoniste. C'est un langage orthophonique. Alors, la difficulté d'adressage, elle est en lien avec des fonctions de lecture et de compréhension des mots. D'accord? Donc,
je vais pas me ridiculiser à vouloir vous faire un cours ou vouloir vous expliquer quelque chose que je ne maîtrise pas. Autant sur la WIS que vous pouvez me demander beaucoup de choses, autant sur la voie d'adressage. Ça veut par contre juste dire qu'il y a un réel trouble orthophonique de type dyslexie. C'est la voie d'adressage Oui, oui. qui est gênée chez l'enfant. Il y a une autre voie, mais voilà, j'ai un trou de mémoire, je ne suis pas assez familier avec cette chose-là, mais il y a vraiment un problème. Et la deuxième partie de la question, c'était quoi? Parce que c'est un enfant qui a un écart de plus de 50 entre les scores les plus hauts et les plus bas. Alors, c'est pas forcément pertinent. Le score le plus bas, il est dans quoi? Il est en IMT et IVT, mémoire de travail, vitesse de Alors, traitement. il faut juste savoir que, mais ce n'est pas du tout un diagnostic, dans la dyslexie, on a une chute de la mémoire de travail auditive. C'est pour ça que nous faisons, en tant que psychologue, une évaluation de la mémoire de travail et de l'évaluation des empans. Hein, j'en profite pour les praticiens qui sont là. Dans vos comptes rendus, indiquez toujours la longueur des empans mnésiques. C'est toujours une donnée hyper intéressante. Et comme on nous la donne dans l'outil, autant la mentionner dans les comptes rendus. Et on partage cette évaluation avec les orthophonistes qui eux aussi évaluent les empans parce que pour avoir une bonne compréhension du langage lu ou entendu, il faut que j'ai un empan, une longueur de mémoire suffisante. Et cet empan, il évolue avec l'âge. Et donc, c'est vraiment intéressant de pouvoir mesurer ça. Par contre, un faible empan ne signe pas une dyslexie. Ça signe juste, alors là, je vais être très basique, un faible empan signe un faible empan. Point. Donc, une mémoire de travail qui peut être embêtée, embarrassée. Et c'est vrai que la mémoire de travail, elle joue beaucoup dans la lecture et dans la compréhension orale. Oui. Alors, je pense qu'il faudrait prévoir une soirée avec une orthophoniste aussi pour poser toutes ces questions-là. Le compte-rendu du WISC doit-il forcément notifier des conseils, aménagements scolaires à mettre en place pour aider l'enfant, par exemple? Alors, je serais tenté de dire oui, mais j'avoue même moi-même avoir beaucoup de mal à le faire parce que ça peut être compliqué de donner des consignes, des conseils comme ça à brûle pour point. Ce que je fais en règle générale par contre, c'est que je ne vais pas toujours mettre, mais c'est un projet que j'ai parce que je pense que ça facilite ça facilite les choses pour les parents et pour les enseignants. Quand on a évalué des difficultés particulières et qui sont assez spécifiques, même si ce sont des hypothèses, ça peut être intéressant de donner des pistes d'aide. Alors moi, en général, je le fais lors d'un rendez-vous qui va servir que à ça, et dans lequel, avec les parents, je vais leur dire, ben voilà, dans telle situation, alors c'est souvent à la maison, mais ça peut parfois être transposable à l'école. Voilà, dans telle et telle situation, voilà ce qu'il faudrait faire. Alors, ce sont des aménagements qui peuvent être comportementaux pour les parents, mais qui peuvent être techniques. Je pense au morcellement du temps de travail pour un enfant qui a un défaut d'attention. Je pense au time timer pour l'aider à réguler. Je pense à de la calligraphie ou des outils de compensation pour des enfants dyslexiques. Voilà, des choses, mais que je vais évoquer avec les parents, oui. C'est intéressant. Après, enfin, moi, en tant qu'enseignante, je soulignerais que ce qui peut être intéressant, c'est de se poser entre professionnels et d'évaluer aussi comment l'enfant travaille à l'école, comment il se positionne dans son statut d'élève, comment ça s'est passé au bilan avec le psychologue et vraiment avoir un vrai partenariat parce qu'on observe parfois des choses différentes aussi. Ah oui. Alors, je regarde s'il y a des questions. Lors des analyses des résultats, est-il possible d'observer à la fois une homogénéité interindice et une hétérogénéité intra-indice? Euh,
Alors, ça serait pas mal que vous me donniez, les scores parce que je pourrais vous dire s'il est raisonnable d'avoir cette vision. C'est vrai que même si vous alors c'est vrai que c'est peut-être embêtant je sais pas, de les donner sur le chat. En fait, si vous me Si la donnez, personne veut préciser. Alors, est-ce que la personne qui a posé cette question veut intervenir oralement ou préciser la question? en même temps, je lis un post, et il est plus évident pour quelqu'un qui travaille dans l'éducation nationale de donner des préconisations sur le plan scolaire. Alors là, par contre, on est dans le cadre où il faut le faire, d'accord? Maintenant, pour un psychologue qui serait en libéral, ben je pense que c'est aussi pertinent et c'est là tout le talent des neuropsychologues parce que eux, ils savent très très bien faire ça. Je dois avouer qu'ils le font souvent mieux que moi. Eux, ils savent vraiment quels sont les types de remédiation qui pourraient correspondre parce que, voilà. Mais c'est intéressant même pour un psychologue libéral. Merci Eric pour cette précision. Alors, est-ce qu'il y avait des questions dans la liste que je t'avais adressée auxquelles on n'a pas répondu? On va bientôt arriver à l'heure de fin normalement de notre temps d'échange. Alors, il y a plein de petits trucs qui sont intéressants. Si les troubles sont détectés avec la WISC et qu'ils sont ensuite traités, un second bilan doit-il être refait? Alors, ben, on peut le faire. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que cet outil est parfois utilisé à l'hôpital pour faire un suivi de l'évolution des compétences. Et c'est un des rares cas où on peut avoir une amélioration puisque on avait un trouble évalué par l'outil dont c'est la fonction et qui va servir à ça. On a mis en place une remédiation et on veut voir si la remédiation porte ses fruits. Donc oui, on peut tout à fait le refaire, c'est pas un souci. Alors, il y avait une question très générale, on entend de plus en plus parler d'enfants surdoués, les parents sont persuadés d'avoir un enfant surdoué. Par construction, il n'y en a pas plus. L'outil est calibré pour qu'il n'en reste toujours que 2%. Donc, enfin 2 et quelques pourcents. Donc, il n'y a pas une hémorragie, même s'il y a une hémorragie des consultations où il y en a plus qu'il y a 40 ans. On n'observe pas plus d'enfants surdoués, voilà. Et même l'outil ne rend pas, vous voyez, il y a pas mal de psychologues qui se sont inquiétés comme quoi l'outil était plus difficile que la version 4. Et à la version 4, on disait pareil de la version 3. Bon, en fait, ce sont des biais cognitifs des spécialistes. Il n'y a pas du tout de plus ou moins, c'est fabriqué artificiellement pour être stable. Donc, pas de crainte à ce niveau-là. Eh bien, écoute, Gaël, je crois que j'ai tout passé. Tout balayé. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions avant que l'on termine? On avait dit 22 heures, c'est vrai que le temps passe très très vite. Ouais, dans la même veine de questions, le cerveau des enfants continuant à se développer, un test réalisé jeune doit-il être refait plus tard quand le cerveau s'est stabilisé? Alors, je précise que les dernières parties frontales du cerveau se stabilisent vers 25 ans, surtout chez les garçons un petit peu durs à la neurogénèse. Mais si vers 6 ans, on a déjà des choses intéressantes et que vers 25 ans, on a une stabilisation, malgré tout, il n'est pas utile de le faire. C'est-à-dire que les spécialistes, depuis plus de 50 ans, l'ont fait pour nous. Et les tests-retests que l'on fait sur des populations diverses et variées, toutes cultures confondues, montrent que c'est vraiment stable dans le temps. Ouais. Maintenant, il y a des variabilités individuelles qui existent réellement et qui doivent être prises en compte. C'est-à-dire que, voilà, dans certains cas, c'est nécessaire de faire 2 bilans parce qu'on va avoir des chutes de performance et dans d'autres cas, on pourra avoir des améliorations. Mais attention, si vous avez, si les bilans de vos enfants sont chutés la deuxième fois, très souvent, c'est la même chose. Mais s'il arrive que ce soit chuté, n'allez surtout pas penser que votre enfant est devenu moins intelligent
ou encore pire, qu'il est devenu bête. Non, c'est pas vrai du tout. Il a des compétences qui ont peut-être plus de mal à s'exprimer. On observe souvent ça chez les enfants qui ont un TDAH, mais ça n'est pas une chute de l'intelligence, soyons rassurés. Donc, il n'y a pas d'intérêt à refaire un bilan de toute façon, sauf cas particulier. Non, d'ailleurs, on a demandé au MDPH d'arrêter de le faire. Pour la petite anecdote que je cite dans mon livre, aux États-Unis, ça fait plusieurs années qu'ils ont arrêté cette pratique du bilan tous les 2 ans ou tous les 3 ans ou pour renouveler des dossiers. Ils le font une fois pour toutes. Et si un médecin ou un spécialiste du trouble atteste que le trouble est toujours présent, alors les conditions sont réunies pour maintenir les aides. Voilà, parce que c'est vrai que c'est des questions qui se posent là sur le chat. C'est effectivement le temps de validité de l'échelle et le fait que les MDPH continuent de demander non, le des temps de risques. validité, c'est pas comme le yaourt, ça dure pas 2 ans. C'est vraiment, en fait, c'est pas une validité, c'est-à-dire que la fidélité du test, elle est très très grande. Et moi, j'ai pu voir et le constater sur des enfants que j'ai vus au collège et que j'ai revus à l'âge adulte. On observe à peu près les mêmes scores, donc c'est rassurant. Voilà, il n'y a pas eu de. Voilà. Maintenant, c'est vrai que les MDPH ont pris l'habitude de renouveler des dossiers et dedans de vouloir tout refaire. Mais autant c'est pertinent de refaire une évaluation orthophonique, de refaire une évaluation en psychomotricité, surtout si elle est prise en charge, autant la WISC a très très peu d'intérêt, sauf si on a eu un trauma crânien, si on a eu une prise en charge massive pour aider des fonctions exécutives, mais sinon ça ne vaut pas la peine. Alors, comment faire si la MDPH insiste? Une question, sur quels éléments s'appuyer? Alors, on s'appuie à la fois sur des éléments qu'elle est censée, enfin que les psychologues et que les membres de la commission sont censés connaître, c'est-à-dire les conditions d'utilisation de la WISC, d'un tel bilan, et la validité étant attestée par les concepteurs, elle ne peut pas être remise en cause. Maintenant, il faut qu'il y ait une sévère raison de vouloir refaire le bilan. Maintenant, dans certains cas, ne soyons pas têtus, parce que j'ai pu entendre à droite à gauche que certains dossiers étaient bloqués parce qu'il n'y avait pas de bilan WISC qui avait été fait. Vraiment, c'est nécessaire, refaites soit juste les subtests qui sont spécifiques au trouble de l'enfant, les subtests verbaux, les subtests de mémoire, les subtests praxiques, cubes, codes et symboles, barrage éventuellement, mais pas très intéressant. Ou alors, contentez-vous de la version avec les 7 subtests de base pour avoir le total et des éléments intéressants sur les 2 indices qui sont importants, compréhension verbale et raisonnement fluide. Voilà, bon, ça peut vous permettre d'aller un peu plus vite et de ne pas avoir une perte de temps sur des éléments qui pourraient être secondaires. Merci Eric. Est-ce qu'il est utile de rééduquer la mémoire de travail? Ah ben alors, ce n'est pas un élément, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas une compétence haute, c'est pas un élément fort de la cognition, on va dire, sauf que c'est un élément crucial. C'est-à-dire qu'il n'est pas complexe, mais il est nécessaire. Voilà. C'est-à-dire que si j'ai de très bonnes compétences verbales, un très bon raisonnement, mais que ma mémoire de travail n'est pas de bonne qualité, alors je peux être en difficulté régulièrement, périodiquement, en fonction du contexte. Je pense notamment aux enfants qui ont un TDAH, certains enfants qui ont un syndrome d'Asperger et qui peuvent avoir, certains ont une excellente mémoire, et puis d'autres ont une mémoire de travail qui est perturbée par notamment des phénomènes anxieux. Ça va être gênant et on peut, oui, rééduquer la mémoire de travail auditive, visuelle, alors avec des jeux, avec des activités, même dans le quotidien. Voilà. Il y a des petites choses qui sont faisables. C'est pas facile, mais les orthophonistes peuvent le travailler.
Les psychomotriciens peuvent aussi le travailler. Certains psychologues, alors moi je suis pas spécialement formé pour, mais certains psychologues en rééducation cognitive peuvent le faire. Oui, oui, vous avez raison, les orthopédagogues, tout à fait, oui, bien sûr. Alors, on a une question sur comment peut-on calculer un QI inférieur à 40, par exemple, comme c'est le cas dans un syndrome d'Angelman. Alors, l'échelle allant jusqu'à 40, minimum, ça ne va Ouais. pas être possible de calculer parce que vous allez avoir dans la table, en fait, c'est pas un calcul qui est fait. C'est, vous obtenez un score de points et le score minimum que vous allez obtenir dans la table vous donnera 40. Donc, vous ne pourrez pas faire moins. Et c'est pas embêtant, en fait. Hein. Oui, la prise en charge, oui, ne changera pas grand-chose. D'accord. Donc, aller chercher plus bas que 40, c'est pas nécessaire. Bah, non. Non. Non, parce que enfin, je comprends pas trop l'objectif de chercher un score qui serait plus bas, tout comme quelqu'un qui dirait j'ai 164 de QI. Alors 164, je vais vous dire, hein, c'est tout à fait possible, mais c'est tout à fait possible dans une condition bien particulière. C'est-à-dire que si vous avez une somme de score qui est à 133, vous pourrez avoir un intervalle de confiance qui vous donne 151, 163. Et ça ne veut pas dire que vous avez 163. Vous avez 160 de score de base. Et le score total ne peut pas aller en dessous de 40. C'est le minimum de points. En fait, vous aurez un point à chaque exercice, un seul point. Ça vous fera 7 points au total. Et 7 points vous donnent un score de 40. Merci, Eric. J'ai jamais rencontré ce cas de figure, hein, mais c'est vrai que ça peut être très compliqué. Oui, Ça veut pas dire que l'enfant, vous voyez, c'est intéressant parce que ça ne veut pas dire que l'enfant est dépourvu de tout apprentissage possible. Mais ça peut être plus compliqué. Alors, je ne sais pas, il n'y a pas de dernière question. Après, il y a beaucoup de questions sur les PAP et les adaptations, mais je pense que ça pourrait faire l'objet d'une prochaine soirée sur les adaptations scolaires et les plans d'aménagement, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui revient très souvent aussi. Donc, n'hésitez pas à nous faire part de vos idées, de thèmes, de sujets. Petite question pratique, est-il nécessaire et indispensable d'avoir un whisk pour un pape? Donc non, non. Je salue ce soir, de son Jocelyne, elle a répondu en fait. Voilà. Donc, on va envoyer à tous les participants un petit sondage pour avoir un peu votre retour sur cette soirée et puis vos envies pour les prochaines fois, vos impressions pour pouvoir mieux nous adapter et améliorer nos prestations. Prochaine, alors j'informe déjà, il y a une prochaine soirée qui est prévue le 4 juin, le vendredi 4 juin, avec une neuropédiatre qui nous parlera des troubles du sommeil en lien avec les troubles des apprentissages. Quelqu'un qui s'est vraiment spécialisé dans ce domaine-là, donc ça peut être aussi très intéressant. Voilà, merci Eric. Merci à toi, merci à vous de cette participation et de toutes vos questions. J'espère que merci beaucoup. Ça vous donnera peut-être envie pour les psychologues de faire un peu mieux et puis pour les parents d'être un peu rassurés sur certains éléments qu'on a évoqués ce soir. Je pense.